qu'il y a des préoccupations? Ou bien on peut continuer? Il y a des petites questions à poser là? Il n'y a pas de questions? Ok. Alors, donc, justement, on revient un peu à la question de la demoiselle, on parlait des transparents, tout ça. Donc, on va voir la classification des corps qui sont soumis à un rayonnement. Selon la nature du corps et selon la longueur d'onde du rayonnement incident, l'un des trois phénomènes, réflexion, transmission et absorption, peut être prépondérant. Les corps soumis à un rayonnement sont classés de la façon suivante. Donc, on a ce qu'on appelle les corps qui sont opaques. La grande majorité des solides et des liquides sont dits opaques car ils arrêtent la propagation de tout rayonnement dès leur surface. Ces corps se réchauffent par absorption du rayonnement. Donc, la plupart des corps opaques, là, ce sont des corps noirs, puisque ce sont des corps qui vont absorber. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle les corps semi-transparents. Ça veut dire qu'il y a une partie des anneaux de la radiation qui est absorbée et il y a une partie qui est transmise. Voilà. Pour certains corps, par contre, certains corps sont partiellement transparents car l'onde électromagnétique peut se propager dans le milieu considéré. Bon? Et la propagation s'accompagne d'une absorption électromagnétique qui accroît l'énergie du milieu traversé. Donc, il y a une partie qui est absorbée, mais aussi il y a une partie qui est transmise. On parle de corps semi-transparents. Et puis, il y a maintenant les corps dits transparents. Lorsqu'un rayonnement ne subit aucune atténuation lors de la traversée d'un milieu, ce milieu est donc dit un milieu transparent. Bon, c'est le cas de dit pour toutes les radiations de certains gaz, de diazote, d'oxygène, dans le visible et dans l'infrarouge. Et ici, on vous présente un peu la courbe d'absorption de l'atmosphère en question donc de l'onde incidente. Voilà. On regarde un peu les différentes fenêtres d'absorption. Je vais poser une question. Quelles sont les fenêtres d'absorption, par exemple, de H2O? Identifiez les fenêtres d'absorption de la molécule de l'eau. Vous regardez et puis vous allez me dire. Tout ça. Dans le proche infrarouge, à combien de micromètres? 1,80 combien? Il y a combien d'abord? Il y a combien de fenêtres d'absorption? Il y a 3 ou bien 2? L'eau, H2O. Il y a 3. Donc l'eau, c'est autour de 1, c'est pas combien, 2 ou bien 1,3. Donc c'est pas tout ça, non? On est dans le proche infrarouge là. Ensuite, deuxième fenêtre, c'est quoi? C'est la bande qui est comprise entre, c'est pas, c'est 2, combien? 2,3. Bon. Ici, non. C'est toujours dans le proche infrarouge. Il y en a 2. Et dans l'infrarouge thermique. Il y en a aussi. Ici, là. C'est ça, non? Il y a, c'est bon? Il y a ici. Voilà, c'est ça, non? Et puis, il y a ici. Et puis, il y a ici. C'est ça, non? Et au niveau du CO2. Au niveau du CO2, on a 4 fenêtres. Hein? On en a ici. On a ici. On a ici, c'est ça? Non, on a ici, par exemple. Et puis, on a ici. C'est ça, non? Et puis, au niveau de N2O, on a ici, N2O, hein? Ici et puis ici. C'est bon? Voilà, donc. Et au niveau de l'ozone,
On a combien de fenêtres? Une seule fenêtre. Pourquoi? Et deux fenêtres. On en a ici. Voilà, et puis on a ici, non? Infrarouge thermique. Ok, d'accord. Donc, voici un peu les différentes fenêtres d'absorption. Ce qui est résumé, donc, ici. Voilà, c'est ça, non? On a donc, pour la molécule de CO2, on a 4,3 micromètres et puis 15 micromètres. Pour l'ozone, on a combien? 9 micromètres, 9,6 micromètres et puis 14,3. Et puis H2O, on a quoi? Voilà, donc 6,25. C'est bon? Okay. Donc, voici le calcul qu'on avait fait tout à l'heure, loi de conservation de l'énergie. Donc, je pense que ça, vous connaissez déjà. C'est plus ou moins ce qu'on a fait là. On n'a pas revenir dessus. C'est bon? Donc, voici déjà, alors, au niveau du rayonnement, je pense que voici un peu ce qu'on doit savoir. Donc, la notion de transmission par convection, ça non, par conduction et puis par rayonnement. Donc, là, principe de conservation de. OK. Voilà. Il est quelle heure? On finit à quelle heure? 7 heures. Il est déjà validé. Bon, je pense que ici, dans la leçon de la c'est-à-dire qu'au niveau de la leçon, on a déjà expliqué beaucoup de choses. Alors ici, identifier les mots de diffusion, les notions de diffusion de lignes. Je pense que ça, c'est au niveau de appréhender la notion d'absorption du rayonnement par les molécules atmosphériques et émission donc infrarouge par exemple. Donc, alors ici, tout à l'heure, je disais quoi? Lorsque le rayonnement provient donc d'une source, c'est ça, non? Dans son trajet, donc soleil et atmosphère, c'est ça, non? Il y a un certain nombre de particules qui sont dans le milieu de transmission, donc dans l'atmosphère. Chaque particule atmosphérique va faire quoi? Va dévier, va réfléchir, ça, non? Le signal dans plusieurs directions. Et comme le schéma, le cas de figure qui va se poser, c'est que, qui va se présenter, c'est que on voit qu'il y a plusieurs signaux qui sont orientés dans toutes les directions de l'espace. Donc, ce phénomène-là, qui fait que le rayonnement est dirigé dans toutes les directions de l'espace, est appelé tout simplement le phénomène de diffusion. On dit que l'atmosphère diffuse. Bon. Maintenant, en fonction de la quantité ou bien de la taille des molécules présentes dans l'atmosphère, parce que dans l'atmosphère, on peut avoir des petites molécules vis-à-vis du rayonnement, on peut avoir des molécules qui ont une grande taille, ou bien on peut avoir même des molécules qui ont une taille assez énorme. En fonction de la taille des particules atmosphériques, là, on va avoir un certain nombre de diffusions. On peut en avoir 3. Il y a ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, il y a ce qu'on appelle donc la diffusion de Mie, puis donc une autre diffusion qu'on appelle anisotrope. Donc il y a plusieurs types de diffusion. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et comment on appelle ça? Cette partie. Donc, comme je disais, la diffusion est le phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière, le son ou un faisceau de particules est dévié dans diverses directions, donc par une interaction avec d'autres objets. La diffusion peut être isotrope, c'est-à-dire répartie uniformément dans toutes les directions, ou bien encore la diffusion peut être anisotrope, c'est-à-dire répartie de manière inégale. En particulier, la fraction de l'onde incidente qui est retournée dans
la direction d'où elle provient est appelée tout simplement comment rétrodiffusion. Et c'est le principe même du radar. Vous voyez que le radar, c'est comment on appelle ça? C'est une source artificielle, c'est ça? Alors, le radar, c'est lui-même qui émet son signal. Et quand il éclaire la cible va donc renvoyer un signal au radar. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une partie du rayonnement qui va retourner au niveau du radar. C'est pour ça qu'on parle d'un signal rétro-diffusé. On parle donc de rétro-diffusion. C'est vraiment le principe du radar. La diffusion peut s'effectuer avec ou sans variation de fréquence. Au cours de la diffusion, la fréquence peut varier ou bien la fréquence peut ne pas varier. Alors, ce qui va faire la différence entre une diffusion élastique et une diffusion inélastique, c'est que dans le cas de la diffusion inélastique, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a variation. Et dans le cas de diffusion élastique, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation. C'est bon? La polarisation du rayonnement incident peut aussi être modifiée par la diffusion. Ce qu'on appelle polarisation du signal, ça veut dire l'orientation du signal. Voilà. Alors, la diffusion du rayonnement. Lors de sa traversée atmosphérique, le rayonnement peut interagir, comme je disais, avec des particules ou molécules présentes dans l'atmosphère qui constituent donc les obstacles à la propagation de l'énergie. Lorsque le rayonnement n'est pas absorbé, il peut être en partie dévié dans toutes les directions. C'est donc le phénomène de diffusion atmosphérique. La nature de la diffusion dépend de plusieurs paramètres. La nature de la diffusion dépend de plusieurs paramètres. Quels sont ces paramètres? La longueur d'onde électromagnétique. La longueur d'onde du rayonnement. La densité et la taille. La densité et la taille des particules et des molécules atmosphériques. Ensuite, l'épaisseur de la couche atmosphérique donc à traverser. La nature de la diffusion dépend de plusieurs paramètres. La longueur d'onde du rayonnement, la densité et la taille des particules et des molécules atmosphériques, et enfin l'épaisseur de la couche atmosphérique à traverser. Comment? Le rayonnement solaire peut être absorbé ou diffusé par l'atmosphère. Il peut être réfléchi partiellement à la surface de l'eau, pénétrer dans celle-ci pour y être absorbé ou diffusé, éventuellement réfléchi par le fond. Voilà, c'est le schéma que je mets à côté là. Voilà, donc, on peut suivre plusieurs déviations. On distingue ainsi trois types de diffusion. Ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, la diffusion de Mie et la diffusion non sélective. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on appelle diffusion de Rayleigh? La diffusion de Rayleigh est due aux molécules gazeuses présentes dans l'atmosphère d'oxygène, d'azote, CO2, de vapeur d'eau, etc. ou aux fines particules de poussière. Et vous regardez bien, parce que c'est ça qui est plus important, la diffusion du Rayleigh se produit lorsque la taille des molécules diffusantes est très inférieure à la longueur d'onde de quoi? Du rayonnement. Le rayonnement est caractérisé par une certaine longueur d'onde. Maintenant, on va regarder la taille des molécules diffusantes. Si la taille des molécules qui diffusent là est inférieure, est très inférieure à la longueur d'onde du rayonnement, alors on est dans un cas de diffusion de quoi? De Rayleigh. C'est bon? Et c'est ce que vous voyez, regardez un peu en haut. Vous voyez que finalement, c'est comme s'il y avait une uniformité. Hein? Voilà. Ça, c'est donc la diffusion de Rayleigh. Alors, l'intensité diffusée est alors inversement proportionnelle à la puissance 4 de la longueur d'onde du rayonnement incident. La diffusion de Rayleigh, vous suivez bien, est par conséquent un phénomène qui est sélectif, puisqu'on se base sur la taille des particules. Il se produit surtout pour les longueurs d'onde les plus courtes. Et quelles sont les longueurs d'onde les plus courtes? Le spectre visible, il y a donc le violet et il y a le bleu. C'est bon?
Alors, et vous suivez l'explication qui est en dessous là. En traversant l'atmosphère terrestre, la lumière est diffusée par l'air et les aérosols qu'elle contient. Le ciel est complètement éclairé de bleu, alors que les autres couleurs nous arrivent presque directement du soleil. C'est bon? Donc, la composante bleue est la plus diffusée. Puisque je disais que l'atmosphère est dans le bleu. C'est bon? Donc, dans la diffusion bleue, c'est cette composante bleue-là qui est libérée. Alors, elle affecte les hautes couches de l'atmosphère et c'est elle qui explique la couleur bleue du ciel pendant la journée. Les longueurs d'onde les plus courtes bleues du rayonnement solaire sont davantage diffusées que les longueurs les plus grandes, que le rouge, etc. Donc, vous voyez que finalement, quelles sont les particules qui diffusent là? Ce sont les radiations bleues qui diffusent. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la diffusion de rayons. C'est bon? Alors, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière traverse une plus grande couche d'air. Les composantes bleues, vertes et jaunes de la lumière sont de plus en plus diffusées et absorbées par l'air, aérosol, et le soleil va donc paraître comment? On lit le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, là, comme on dit, ce sont les longueurs les plus courtes qui sont diffusées. Donc, on va voir apparaître le ciel en bleu. Maintenant, regardez bien. Lorsque le soleil se couche, regardez, finalement, l'épaisseur de la couche atmosphérique à traverser devient importante. Et quels sont les éléments qui sont absorbés? Vous voyez que ce sont les composantes bleues, les composantes quoi? Quels sont les éléments qui sont diffusés? Les composantes bleues, verts et jaunes de la lumière sont de plus en plus diffusées. Puisque, voilà, ça c'est au départ, parce que la taille et la couche est importante. Donc, dans les premiers kilomètres là, généralement, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes qui diffusent. Oh, les longueurs d'onde les plus courtes, c'est quoi? C'est le bleu, ce sont les éléments intermédiaires. Donc, finalement, qu'est-ce qui va arriver au loin? C'est les longueurs d'onde les plus longues là, qui vont traverser toute l'atmosphère. Donc, finalement, ce qui va arriver à l'observateur, c'est quoi? Ce n'est plus le bleu, ce n'est plus. C'est quoi maintenant qui arrive? C'est le rouge qui va arriver. Donc, quand le soleil se couche, là, vous allez voir que finalement, c'est quoi? C'est le rouge qui va diffuser. C'est clair. C'est-à-dire que c'est vraiment les principes sur lesquels on se base. D'accord, cher ami. On n'arrivait pas à comprendre les leçons de vie. C'est comme un film de... Donc, désormais, ce qu'on va proposer, je vais dire qu'on fasse ce cours-là en voir les autres. C'est mieux comme ça. Parce que là, en fait, on comprend même tout le mécanisme de la télédétection. Ouais, c'est ça. Ça, je vous assure. Donc, on va commencer par ça. Je vais voir le directeur et puis on va changer. Parce qu'on avait expliqué le niveau du soleil, comment ça pouvait, jusqu'à ce que. On allait comprendre même quand on fait les traitements d'image. Ouais, tout ça. On a le rouge, qu'on avait vert, qu'on avait. C'est un plus pour moi, non? Un vrai plus. D'accord, merci, gars. Donc, c'est bon. Ça va aller. On allait bien interpréter. Non, mais ce n'est pas encore fini. C'est maintenant, c'est même encore écrit le mémoire. Le rapport, est-ce que vous avez écrit? Mais les démons là, nous sommes déjà partis sans interprétation. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Il reste encore beaucoup à faire. C'est pas grave. C'est comme ça pour eux, partis. Ça va aller. Alors, donc, à l'aube ou au crépuscule, en revanche, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, l'épaisseur de la couche atmosphérique traversée par l'événement est bien plus importante que pendant la journée. Les courtes longueurs d'onde sont totalement diffusées. On ne voit plus que les longueurs d'onde les plus grandes, c'est-à-dire que le ciel va apparaître comme en rouge orangé. Donc, c'est ça qui permet d'expliquer dans la direction donc, du soleil. C'est pour ça que les soirs, vous voyez que c'est pas voilà, rouge. Ça va aller. Maintenant, on va voir donc la diffusion de mi. Et au niveau de la diffusion de mi, on va regarder la taille encore des particules. Lorsque la taille des particules est plus grande que la longueur d'onde du rayonnement, la diffusion des rayons ne se produit plus.
Et quelle est la diffusion qui va se produire maintenant? Donc, c'est la diffusion de mi qui va prendre place. Bon, cette fois-ci, ça veut dire quoi? Que la taille des particules devient comment? Devient grande. Bon? Donc, on laisse maintenant place, on fait place à la diffusion de mi. Donc, à 100 nanomètres, on a la diffusion de mi s'arrête. Oui. On peut dire avec la diffusion de Rayleigh s'arrête. Parce que ça, c'est la taille, parce que c'est la taille des particules. Donc, c'est-à-dire la taille des particules devient grande. Donc, cette fois-ci, la diffusion de Rayleigh va laisser place maintenant à la diffusion de mi. C'est bon? On arrête. C'est pas maintenant, de l'autre côté, comment on appelle ça? Alors, les gouttelettes d'eau, les cristaux de glace et les aérosols présents dans l'atmosphère, poussière, fumée, pollen sont les principaux vecteurs de la diffusion de mi, puisque cette fois-ci, ce sont des éléments à taille assez importante. Voilà. Alors, beaucoup moins sélective, on dit que la diffusion de mi est moins sélective. La diffusion de mi est inversement proportionnelle à la longueur d'onde du rayonnement incident. Elle se produit plutôt dans les couches basses de l'atmosphère qui contiennent plus d'aérosols et donne à la couleur du ciel un aspect bleu délavé, voire jaunâtre, toutes les longueurs d'onde étant diffusées de la même façon. C'est bon? Donc, vous voyez que c'est un mélange. Voilà. C'est pour ça que ça apparaît comme ça. Et donc, c'est un exemple qu'on a regardé un peu de l'autre côté de la division là, ce qu'on appelle le mi. C'est bon? Maintenant, on va voir la diffusion non sélective, la diffusion selon l'optique géométrique. La diffusion non sélective se produit lorsque la taille des particules atmosphériques est beaucoup plus grande que la longueur d'onde du rayonnement. Elle est due notamment aux gouttelettes d'eau que l'on trouve dans les nuages et les brouillards. La diffusion non sélective affecte toutes les longueurs d'onde, ce qui explique la couleur blanche des nuages. Et ce n'est pas si on se comprend. Je reviens un peu à ce qu'on avait expliqué dans le principe de la décomposition de la lumière blanche. La lumière, elle est blanche. Mais quand on la décompose à travers un prisme, vous voyez quoi? Vous y voyez les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire quoi? Ce sont les radiations violettes, les radiations bleues, orange, vert, jaune et rouge là qui donnent le blanc. Ça veut dire que le blanc, c'est l'association de toutes les radiations. Et comme regardez un peu ici, on dit toutes les longueurs d'onde sont affectées. Et comme toutes les longueurs d'onde sont affectées, ça veut dire quoi? Que finalement, ça va en résulter quoi? Ça va en résulter le blanc, tout simplement. Donc, le ciel va apparaître blanc. C'est bon? Donc, on parle ici de diffusion non sélective, parce que c'est toutes les radiations qui fuient en même temps, du fait de la taille des particules. OK? C'est bon? Voilà. Alors, le principe de l'absorption moléculaire. Au cours donc de leur pénétration dans l'atmosphère, les photons solaires entrent en collision avec des molécules atmosphériques et sont progressivement absorbées. L'absorption donc du rayonnement par les molécules atmosphériques est limitée et intimement liée à leurs caractéristiques énergétiques. Une molécule possède donc des niveaux énergétiques discrets ou quantifiés associés à des états de rotation, de vibration ou de configuration électronique. Et ça va donc dépendre justement de ces états. Alors, un photon peut être absorbé lorsque son énergie correspond à une transition entre le niveau fondamental d'un électron et un de ses états excités. D'autre part, une molécule peut être dissociée par des photons dépassant donc l'énergie d'ionisation de la molécule. Il y a alors ce qu'on appelle un continuum énergétique, ça veut dire une suite voilà, énergétique donc d'absorption au-delà de l'énergie d'ionisation. Ainsi, on peut distinguer 4 types d'absorption suivant l'énergie du photon incident. Dans l'ultraviolet, les molécules sont généralement dissociées. Si les molécules sont dissociées, ça veut dire que l'absorption n'est pas quantifiée. C'est bon? Dans le visible, les molécules peuvent changer de configuration électronique. Cette fois-ci, ça veut dire que l'absorption est quantifiée. Dans l'infrarouge, les molécules peuvent vibrer. L'absorption est aussi quantifiée. Et dans les micro-ondes, les molécules vont tourner. L'absorption est donc quantifiée. Ça veut dire que finalement,
sur les 4 types d'absorption là. Seul dans l'ultraviolet que l'absorption n'est pas quantifiée. Dans les 3 autres, comment on appelle ça, fenêtres là, dans les 3 autres longueurs d'onde là, l'absorption est généralement quantifiée. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Que les molécules peuvent vibrer, les molécules peuvent donc changer de configuration. C'est ça, non? Voilà. Alors, dans l'ultraviolet, comme je le disais, l'absorption photonique suivie de la dissociation de la molécule se caractérise généralement par un spectre continu au-dessus d'une certaine énergie ou en dessous d'une certaine longueur d'onde. Celle-ci correspond au seuil minimal pour dissocier donc la molécule. Ça veut dire que finalement, il y a une dissociation. Et bon, je pense que ce schéma, on avait déjà vu les différentes fenêtres d'absorption. On a déjà vu ça. Alors, si dans un photon plus énergétique est absorbé, l'excédent énergétique est transformé en énergie, comment? En énergie cinétique de l'un des produits de la réaction photochimique. Les niveaux seuils de dissociation se situent donc dans l'ultraviolet pour les molécules atmosphériques. Et les réactions photochimiques mettant en jeu l'absorption dans l'ultraviolet se manifestent par une action thermique sur le milieu atmosphérique. Une action thermique, ça veut dire quoi? Qu'il y a peut-être augmentation de l'énergie, de chaleur, etc. En effet, les photons dissociation sont en général suivis de réactions chimiques de recombinaison qui libèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Et ce processus est capital donc dans la stratosphère qui est chauffée par les réactions de recombinaison de l'ozone et de l'oxygène moléculaire. Les radiations solaires dans le domaine de l'ultraviolet sont totalement absorbées dans la mésosphère pour les radiations UV les plus énergétiques. Donc, pour les longueurs d'onde inférieures à 170 nanomètres. Par exemple, le N2 et l'oxygène moléculaire. Dans la stratosphère, pour les radiations UV les moins énergétiques par l'oxygène moléculaire et l'ozone. Donc, ça, ce sont les différentes fenêtres d'absorption au niveau de l'ultraviolet. Dans la destruction de l'ozone stratosphérique diminue d'autant l'absorption des photons de longueur d'onde comprise entre 200 et 300 nanomètres. Ces photons susceptibles d'arriver jusqu'à la surface terrestre représentent donc un danger pour la santé humaine. Et les photons du domaine du visible ne sont pas absorbés par l'atmosphère ou très légèrement par l'ozone. Ils sont donc uniquement diffusés. Sont diffusés. Dans le domaine de l'infrarouge, les photons émis par le Soleil deviennent donc moins nombreux que ceux émis par la Terre quand on est dans le domaine de l'infrarouge. C'est pour ça que justement, on mesure la quantité d'énergie émise qui est donc généralement traduite sous forme de chaleur. Alors, dans ce domaine, donc, l'absorption des photons est due à la transition depuis l'état fondamental vers un niveau de vibration de la molécule. Les niveaux dépendent donc de la molécule considérée et sont donc des niveaux qui sont discrets. Une même molécule peut donc avoir plusieurs bandes d'absorption correspondant à différents niveaux donc, de vibration. Exemple, pour la molécule de CO2, elle possède combien de modes de vibration? 3 modes de vibration différents en fonction donc des fenêtres d'absorption. Le spectre d'absorption du CO2 a été réalisé donc par un certain Jacques Gentilly du laboratoire des sciences de la matière. On retrouve bien les 2 bandes d'absorption. Voilà. Les 2 bandes d'absorption théoriques ici. On a 4,2 micromètres pour, comment on appelle ça, le CO2, ça, 4,2 micromètres pour le CO2. Je pense que c'est quelque part ici, voilà. Ici, voici une première fenêtre d'absorption. On a ici 15 quoi? 15 de l'autre côté. C'est bien 15, hein? C'est ça ici. On a ici, et puis on a ici. Ici, c'est combien? C'est 15, et puis ici, on a 4,2. Voilà. Ensuite, pour interpréter donc le spectre, on retiendra que la transmittance est le complément à 100% d'absorption. On regarde bien.
Ça dit, si on a 100%, comment on appelle ça, d'absorption, cette énergie-là sera généralement transmise. Donc, on parle de transmittance, par exemple. Alors, de nombreux autres gaz absorbent dans le domaine de l'infrarouge. Il s'agit principalement de quoi? Du CO2, du H2O et du méthane, des CFC et de N2. Par exemple, je vous demande dans l'infrarouge là, est-ce qu'on peut déterminer les différentes bandes d'absorption, enfin, fenêtres d'absorption du CO2? On regarde dans le domaine donc, de l'infrarouge. Infrarouge, hein. Donc je parle de CO2. Est-ce qu'on peut distinguer? Il n'y en a pas? Dans l'infrarouge? Infrarouge, pas de quoi d'accord? 0,8 à 3. C'est ça? Ok, donc ici, on ne peut pas déterminer. Alors, et H2O? Combien, il y a combien de combien? Au niveau du 2, Comment? 1 à 2 et 2 à 3. Il dit H2O. L'eau, de 1 à 2, à partir de 1 micromètre jusqu'à 2. Oui, ça fait Non, absorption. On est ici pour ça. On est ici. Dans les cas, on est ici, on est pas où ici. Oui, H2O. Et puis les deux. Donc ici, à partir d'ici, on peut. Bon, ici, on sera peut-être à 1,2 micromètres. Et les deux à. C'est l'absorption maximale. Regardez bien. L'absorption va être maximale. Si l'absorption maximale, c'est comme 3. C'est à 3 micromètres. Oui, puisqu'on dépasse. On dépasse même pas 3, on n'arrive pas à 3. 2 quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est 2 et quelques. Ils ont mis là-bas 2, combien? 2,5. Banque 2,5, c'est ce qu'ils ont mis là-bas. Voilà. Et puis, on a combien encore? La deuxième banque. 6,5. Voilà, 6, ça est là. Hein. Ici. Et ici, là. 6. Voilà, c'est là. C'est bon? Donc, on a deux bandes. C'est ça, non? Voilà. Et le méthane, le CH4, pardon. Tu veux combien? CH4. CH4. On est là. Donc, à 6. CH4, c'est ici, non? C'est combien? C'est ici, là? Oui. Donc, c'est combien? On sera à 6. Non, déjà à 7. Voilà, à 7 et quelques. Non? Voilà, 7 et quelques. Parce que c'est ici, là. Vous avez CH4. Voilà, c'est d'ici, mais on peut le prendre. Ok, d'accord. Donc, on sera à 7 et quelques. Ensuite, quel autre élément on va identifier là? On a fait pour le CO2? Oui, pour ça. D'accord. Ok. Le quoi? Le U3, l'ozone. C'est ça, non? L'ozone. On peut prendre l'ozone. L'ozone, c'est combien? Directement dans le non, on a 9. On a 9 et quelques. On a ici. De 10, mais on peut dire 10. On a 9 et quelques. C'est ça? Oui, on a 9 et quelques. 9. D'accord. Ok. C'est bon. Alors, donc, généralement, ces molécules-là, voilà, sont appelées, comme on dit, des gaz à effet de serre, parce qu'elles absorbent donc dans le domaine de quoi? Dans le domaine d'émission thermique de la Terre. Puis, vont remettre donc un désexcitant à la même longueur d'onde, mais donc 1 sur 2 est dirigé vers la Terre et va donc contribuer à quoi? À la réchauffer. C'est bon? C'est pour ça qu'on parle de gaz à effet de serre, puisque leur émission contribue à une augmentation donc de la chaleur à la surface de la Terre. Alors, les molécules diatomiques majoritaires telles que l'azote et l'oxygène moléculaire ne possèdent pas de moment dipolaire oscillant responsable de l'absorption dans l'infrarouge.
elles ne sont pas des gaz à quoi? À effet de serre. C'est bon? Il faut bien voir la différence. Ces molécules-là ne font pas quoi? C'est-à-dire, on dit ne possèdent pas de moment dipolaire oscillant qui soit donc responsable de l'absorption dans quoi? Dans l'infrarouge. Et donc, ne peut pas émettre. Comme elle ne peut pas émettre, ça veut dire qu'on va les qualifier comme, c'est-à-dire, ce ne sont pas en fait des gaz à effet de serre. Au contraire, si ces molécules pouvaient réémettre en ce moment-là, puisque l'émission est faite sous forme de chaleur, donc on va parler de gaz à effet de serre. Alors, absorption du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Le spectre n'est pas partout celui du corps noir à la température de la surface terrestre. On note en effet des baisses d'émissions autour de longueurs d'onde caractéristiques des bandes d'absorption-émission des principales molécules absorbantes de l'atmosphère. Quand on prend par exemple le cas de la vapeur d'eau, elle émet autour de quelle bande? La bande d'émission est centrée sur combien? 6,25 micromètres. L'ozone est centré sur combien de bandes là? 3 bandes. C'est ça, non? Sur 3 bandes, on a 9,6 et 14,3. Et le gaz carbonique, lui, il est centré sur combien de bandes là? 2. On a 4,3 et 15. Bon. Voilà. Donc, la notion d'effet de serre, l'émission suivant l'absorption des radiations qui restent par les molécules de gaz à effet de serre se fait dans toutes les directions. Une partie du flux émis est donc dirigée vers la Terre au lieu de s'échapper vers l'espace. Ce flux descendant s'ajoute au flux solaire incident et permet à la température terrestre d'atteindre quoi? 15 degrés contre moins 18 degrés Celsius, en absence donc d'atmosphère absorbante. Le gaz carbonique est l'un des principaux gaz à effet de serre. L'évolution de sa concentration influe sur la température de la surface terrestre. Alors, effet de serre et réchauffement climatique. Alors, chaque fois qu'il fait un peu chaud, aucune catastrophe naturelle nous tombe du ciel, la machine médiatique s'emballe confondant allègrement climatologie de la planète et météo au cas ponctuel. Les politiciens et experts de tout poil envahissent les plateaux de télé pour expliquer que tout ça est de la faute du brave citoyen et qu'il est temps de lever une nouvelle tasse de qualité. Tout aussi régulièrement, les plus grands chefs des États du monde se réunissent pour parler donc du fameux réchauffement climatique à cause de l'effet de serre du gaz carbonique. Alors, pour faire simple, nous allons dire tout simplement que la température ressentie sur la Terre dépend de quoi? De la distance à laquelle nous nous trouvons de la source de la chaleur, ici le soleil, de la vigueur des flammes, ici l'activité solaire, des vêtements que l'on porte, ici la composition des gaz qui entourent la Terre. Sur les deux premiers points, l'homme n'a aucune influence. C'est bien ça. Voilà. C'est-à-dire la distance qui nous sépare, qui n'est pas la Terre du soleil, ça ne dépend pas de nous. Et même aussi l'activité solaire ne dépend pas de nous. Ce qui peut peut-être dépendre de nous, c'est quoi? C'est la composition des gaz qui entourent notre Terre. Alors, sur le troisième point, avec tous les rejets d'origine diverses que nous balançons dans l'air au point par endroit de ne plus pouvoir respirer, nous jouons un rôle difficilement quantifiable. Et voici un peu comment on appelle ça, je vais dire quoi, un graphe qui retrace un peu l'évolution du climat durant les 11 000 dernières années. On dit bien 11 000 dernières années. Regardez bien le graphe. Je veux que vous fassiez une analyse de ce graphe. On va vous poser un certain nombre de questions. On va répondre à cette question du réchauffement climatique. Alors, donc vous analysez, je remarque qu'il y a plusieurs périodes. C'est ça, non? On est d'accord? Il y a plusieurs périodes qui sont climatiques, qui sont plus ou moins, voilà. Il y a des périodes, comment on appelle ça? Il y a des périodes glaciaires, ça, non? Et puis il y a des périodes donc de réchauffement. Au cours de ces 11 000
11 000 dernières années. Vous regardez, vous suivez l'évolution. Alors, et moi, je vais poser une question. L'homme est apparu il y a combien d'années sur Terre? L'homme est apparu il y a combien d'années? L'homme du c'est Néandertal, il est apparu il y a combien d'années? Non, vous devez savoir ça. Hein? Il y a 5 milliards d'années. C'est moins que ça. C'est moins que ça, ou bien c'est plus que ça. Un siècle égale à combien d'années? Un siècle, 100 ans. Un siècle égale à 100 ans. Non? D'accord. Donc, les 11 000 dernières années, ça fait combien de siècles? Pratiquement 110 siècles. Hein? 110 siècles. Ça fait combien de millénaires? Nous, on est à l'an 2000 quand même. Pratiquement à l'an 2000, là. C'est ça? Et l'homme est né. Alors, l'homme est né quand? L'homme est apparu quand? Moi, je veux savoir. Hein? L'homme même est apparu quand? C'est 6 000 ans avant Jésus-Christ, bien c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, bien c'est combien d'années? Bon, alors, on regarde ici, La révolution industrielle, là, elle a apparu en quelle année? Elle a apparu au 16e siècle ou bien au 15e siècle. C'est quand la révolution industrielle a apparu? C'est à 1500 ou bien 1000, voilà. C'est ce que je veux comprendre. Est-ce qu'avant la révolution industrielle, là, les rejets atmosphériques là, étaient aussi intenses? Je veux poser la question, vous me répondez. Est-ce qu'il y avait des industries qui produisaient tous ces gaz à effet de serre? Non, il n'y en avait pas. Mais regardez vous-même. Malgré ça, la Terre a connu quoi? Des périodes glaciaires et puis des périodes de réchauffement. Mais ces périodes de réchauffement étaient dues à quoi alors? Est-ce que c'était dû à l'activité de l'homme? Répondez-moi. Est-ce que c'était dû à l'activité de l'homme? Non, monsieur. Oui. On dit que peut-être que de nos jours, avec la révolution industrielle, ça n'a pas la même ampleur. Il faut regarder. Non, parce que là, il ne faut pas dire des choses. Hein. Moins 11 000 ans, on est ici. Parce qu'on quitte ici pour aller là-bas. Hein. Ça, c'est actuel. Moins 11 000 ans, on est ici, période glaciaire. Et ici, période de réchauffement. Une petite période glaciaire, une période de réchauffement. Et puis une grande période de réchauffement. On est à combien? Moins 8 000, c'est ça, non? Moins 8 000 ans, entre moins 8 000 et puis moins 6 000 ans. Alors, est-ce que là, il y avait encore des industries qui étaient unies? Non, même pas du tout. Mais regardez cette grande phase de. Aux éruptions volcaniques qui ont eu lieu à cette période. Est-ce que c'était dû à. Non, ce n'était pas dû à l'activité de l'homme. Mais c'était un peu naturel. Dû au son, qu'on appelle la volcanique, aux éruptions. Je suis d'accord, mais c'est le même. Naturellement. Et puis même, on arrive maintenant là où même l'homme agit là, ici, et on voit que l'ampleur même là est moindre. Donc, est-ce qu'on peut accuser l'homme des votes après les réchauffements? Est-ce qu'on peut accuser l'homme? Ça veut dire que l'homme même n'y est pour rien. L'homme même n'est pas responsable de ce phénomène. Et qu'il soit là ou pas, on va toujours observer ces éléments. Donc, souvent, c'est vrai qu'il faut se donner de l'importance, il faut que l'humanité puisse justifier ses actions, mais honnêtement, la part de l'homme dans cette affaire-là, c'est trop limite. La manière de ça, on appelle peut-être que si les émissions de gaz à effet de serre
pas vraiment pris en compte. On ne serait pas peut-être à ce niveau de réchauffement climatique. On est à quel degré de réchauffement climatique? Allez-y. Monsieur, je pense que, comment on appelle là, la première période là, c'était plus dur aux éruptions. Mais maintenant, monsieur, on n'assiste pas trop aux éruptions comme en ce moment-là. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir le réchauffement climatique, il ne devrait pas arriver jusqu'à ce point. Mais si nous sommes arrivés jusque-là, le réchauffement climatique arrive à quel point? Il faut voir l'amplitude, il faut voir l'ampleur. Regardez. On regarde ici. Il y a l'amplitude. Et notre air, là, voici notre air. Regarde quand même l'ampleur. Est-ce que c'est grand? Donc, est-ce que vraiment on peut accuser les humains? Vous-même, voyez. Ici même, je trouve encore ici même, les amplitudes sont encore plus importantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que vraiment, est-ce que c'est l'activité de l'homme là même qui est responsable du réchauffement? Parce que même si même l'homme n'agissait pas, franchement, puisque déjà ici même l'homme agissait peu, mais quand même, l'humanité a connu des périodes de réchauffement. Ça veut dire que même que l'homme agisse ici ou pas, on va toujours connaître ces périodes-là. Franchement, c'est pour ça que je dis que c'est vrai. Mais peut-être que dans cette affaire-là, l'action de l'homme est quand même minime. La part de l'homme est quand même minime. Il faut sensibiliser, on sensibilise, mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce que nous on développe là qui va faire qu'il va y avoir une catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle, si elle doit venir de façon naturelle même. C'est bon? On est d'accord, non? Tout récemment, je ne sais pas si c'était dans quel pays, c'était dans quel pays là, africain là, où il y a eu un truc qui s'est réveillé là. Au Congo, non? Est-ce que ça, on va dire que ce sont les hommes qui ont été à la base? Non, je ne crois pas. C'est un phénomène naturel, le volcan s'est réveillé de façon naturelle. On peut prier seulement pour ne pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Hein? Voilà. Bon, ok, chers amis. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? On va s'arrêter là. Les activités sont déjà ouvertes, non? Donc, vous faites les activités.